Bien, bonjour chers amis, je vous accueille dans ce webinaire numéro 92 de Le Marceau qui est consacré donc aux moyens de transport du futur. Alors ça nous change un peu de la routine, hein. On ne parlera pas de technologie fondamentale aujourd'hui, disons applicable directement sur l'informatique, mais on va un petit peu regarder comment contribuent finalement les différentes formes informatiques, à commencer par l'intelligence artificielle, dans un domaine qui nous concerne tous, qui est celui donc des transports. Alors, quand on regarde, toujours pareil, quand on regarde un peu ce qui se dit sur ce sujet, il faut quand même admettre une chose, c'est qu'on est un tout petit peu trop optimiste quant à notre capacité de fabriquer des équipements absolument fabuleux qui vont nous entraîner dans le ciel, dans des avions sans pilote. Enfin bon, il faut un tout petit peu se calmer. Et ce que je voudrais, c'est faire un état des lieux de ce que nous pouvons faire actuellement, de ce que nous pouvons envisager dans le futur, quitte à être un peu pessimiste, histoire peut-être de ne pas être déçu le moment venu. Bien. Alors, comme d'habitude, je vais donc partager mon écran. Et alors, quel est donc le sommaire que nous allons suivre? Eh bien, on va regarder d'abord les motivations de cette fuite en avant, donc des équipements de transport donc de demain, les vraies questions qu'il faut se poser. Il faut arrêter peut-être de délirer un tout petit peu. On va regarder quelles sont les familles. En gros, si vous voulez, il y a trois grandes familles, hein, entre les équipements, disons les véhicules autonomes, les engins volants, et puis les fameux tubes qu'avait initié Elon Musk pour Hyperloop. Et on va voir que le projet a capoté, mais c'est pas pour autant que la technologie est condamnée. Ça, c'est pas une certitude. Donc, on va regarder ces familles de transporteurs. On va regarder ce qu'il faudrait que nous fassions, ce que nous attendons finalement de l'informatique, qu'elle améliore de manière à effectivement pouvoir s'investir dans des équipements un peu futuristes tels que les imaginons aujourd'hui. On va regarder quel est le rôle de l'intelligence artificielle donc, dans ce domaine, mais d'une manière assez globale. Hein, c'est-à-dire pas uniquement pour les véhicules autonomes pour récupérer les données qui viennent d'un capteur, donc pas uniquement ça, mais un ensemble on va dire de technologies, hein, et applicables par l'intelligence artificielle qui va donc permettre peut-être d'avancer un peu plus sur ce sujet. On va regarder ce qu'il en est, ne serait-ce qu'en expliquant de quoi il s'agit, ce qu'il en est au sujet du fameux tube que l'on attend maintenant depuis 10 ans. Hein, Elon Musk s'était quand même avancé de manière peut-être un peu inconsidérée à l'époque, pensant sans doute que les problèmes techniques allaient être résolus, ce qui manifestement n'a pas été le cas. Et on parlera donc de magnétisme et on parlera donc de lévitation, la fameuse lévitation avec les corps qui flottent sur un espace dans lequel il n'y a rien, simplement des champs magnétiques. Bon, on va regarder les véhicules volants. Alors, des véhicules volants, ça va des drones en passant par des hélicoptères ou des avions qui, eux, bien entendu, volent, avec une évolution vers, on va dire, la suppression donc des pilotes. Alors, je sais que tout le monde est un peu inquiet à se dire, moi, je ne prendrai jamais un avion dans lequel il n'y a pas un pilote, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes, à condition d'être bien testés et surveillés par un être humain, sont d'une rigueur et d'une efficacité absolument redoutable. Ça, c'est quelque chose qui va probablement diminuer dans le futur, à savoir la peur, un peu irraisonnée, hein, ou raisonnée si vous préférez. Donc cette peur que nous avons d'aller dans des équipements que nous ne maîtrisons pas directement et quand c'est fait par un algorithme d'intelligence artificielle. On va regarder dans ce qu'il en est. Mais le vrai problème, et c'est essentiellement vrai surtout pour les drones, c'est que piloter un drone, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Non pas tellement pour des questions techniques de programmation et de connaissance finalement des machines, mais simplement du métier de pilote. Alors je vais vous montrer
ce que doit savoir finalement un apprenti développeur qui voudrait faire des livraisons de chez lui ou d'une plateforme pour aller ailleurs, tout ce qu'il doit savoir. Il doit être pilote. Je vais vous le démontrer. Et on va bien entendu parler des véhicules autonomes. Hein. Donc, je ne suis pas convaincu depuis des années par ce sujet parce que je pense que le problème, encore une fois, ce n'est pas la capacité que nous avons de fabriquer un équipement comme ça. Ça, nous savons faire. Par contre, ce que nous ne savons pas faire, bien en tout cas, c'est de modéliser l'environnement. Et donc, je crois que le vent tourne aujourd'hui. On a vu récemment donc Apple qui a abandonné donc son projet et ça faisait lui aussi 10 ans qu'il était là-dessus, à savoir qu'il essayait de construire donc un véhicule à sa manière, donc différent donc des autres, bien entendu. Eh bien, il abandonne. Mais il abandonne non pas pour des questions de processeurs ou de machines, c'est pas ça. C'est un problème de modélisation. J'y reviendrai. Et puis on terminera par quoi? On terminera par une évolution très claire, mais qui est liée, on va dire, aux nouvelles façons donc, de travailler d'aujourd'hui. Nous n'aurons plus, à mon sens, besoin de nous déplacer de la même manière, tout au moins sur des distances importantes dans le futur. Je crois que ça sera très différent, et c'est entre autres, j'anticipe un tout petit peu, lié à deux phénomènes. D'abord, le télétravail. Ben, on ne fait plus les 10, 20, 30 ou 40 kilomètres que l'on avait à faire. Et soit on reste chez soi, soit on va dans un lieu de coworking et qui nous permet donc de trouver des installations. Mais en général, on n'a pas une grande distance donc à parcourir. Ça, c'est donc une première façon de faire. Et puis, c'est une autre manière de travailler. Je crois que des États maintenant misent beaucoup, ça me paraît un peu dangereux, mais misent beaucoup sur des espèces de mégapoles qui sont embarqués dans d'immenses immeubles, un peu comme à Singapour. Et là encore, vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres, simplement vous devez vous déplacer avec des voies de communication des relativement standards, mais vous n'avez pas de grande distance à faire. Donc, on verra qu'une évolution importante qui consiste à favoriser maintenant, disons, des équipements de micro-mobilité. Alors ça, c'est une évolution incroyable que qu'adorent d'ailleurs les jeunes aujourd'hui, puis qu'ils en font un usage parfois immodéré parce qu'ils ne sont pas sans risque. Alors, comme toujours, pour se faire une idée un petit peu du marché donc de ce dont nous allons parler, uniquement pour les véhicules autonomes. Le marché est estimé par une compagnie qui s'appelle Mordor hein, à 33 milliards de dollars à peu près pour 2023. Et chiffre qui devrait, d'après lui, dépasser même les 93 milliards de dollars, donc en 2028. C'est énorme. C'est énorme. Et à mon sens, pour une technologie dont je n'arrive toujours pas à voir quel est véritablement l'intérêt fondamental. Mais peut-être je suis en retard donc d'une guerre. Alors, d'abord, les motivations. Les motivations, c'est. Moi, je reviens toujours un petit peu aux fondamentaux. Donc, ce que l'on disait à la fin du 19e siècle, parce qu'il y a un petit peu une corrélation entre les deux. À la fin du 19e siècle, disons, les devins, ceux qui prévoyaient l'avenir, disaient que avec l'arrivée des montgolfières et des ballons, ils allaient être de plus en plus énormes, et donc il n'y aurait plus qu'à mettre les villes dans les nacelles des fameux ballons en question. Et on a vu des publications incroyables où vous voyez comme ici, là, vous voyez des villes entières qui sont suspendues à un ballon. Je ne vois pas trop l'intérêt, hein, encore une fois, de faire ça, mais comme il y avait une technologie qui était apparente, qui était celle des montgolfières et des ballons, ben, on se disait pourquoi donc ne pas l'utiliser. Alors, voilà, c'est toujours pareil. Il y a une technologie donc, qui vient d'être inventée, donc il faut l'utiliser. Eh bien, je pense que les transports du futur, au fond, procèdent de la même manière. C'est la même approche. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent. D'abord, il ne faut pas faire parce que on voit la même chose dans les bandes dessinées hein, ou dans les films de science-fiction. Alors, on essaye toujours, on se réfère toujours à ça. Mais ce n'est pas notre objectif. Hein. Mais bon, on veut essayer de réduire les embouteillages, donc les congestions, comme disent nos amis québécois. Et ce qui est vrai que si 50 à 70% des bipèdes hein, donc émigrent vers des mégalopoles, hein, qui sont en fait des grandes villes
pas nécessairement d'ailleurs des immeubles, mais des villes très très concentrées, évidemment, la situation va devenir absolument inextricable et on ne s'en sortira pas. Donc, il faut absolument trouver une solution pour régler ces problèmes donc, de congestion. Il faut essayer d'éviter d'avoir trop de problématiques liées à l'environnement. On sait que le transport donc, génère donc, des gaz à effet de serre qui sont importants et donc nous contribuons évidemment pour une part, cette fois-ci relativement importante, hein, donc au réchauffement de la planète. Autant je disais que l'informatique en tant que telle, par ses centres de calcul, ne représente que entre 3 et 5 on va dire, donc du réchauffement climatique, hein, tout au moins des gaz à effet de serre. Là, c'est beaucoup plus. Hein. Donc, il faut quand même faire des efforts de ce point de vue-là. On veut également donc réduire d'une manière drastique l'usage des, on va dire, des carburants fossiles. Bon, on essaye quand même d'utiliser maintenant des carburants donc, qui sont régénérables, qui sont naturels, alors que on peut estimer qu'un jour, il n'y aura plus donc, de pétrole ou de gaz. Il faut donc trouver une solution pour les remplacer. L'objectif qu'essayent d'atteindre un certain nombre de fabricants aujourd'hui, c'est atteindre des vitesses considérables. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même aujourd'hui, je vais prendre un exemple, l'exemple entre Montréal et Québec, 230 et des poussières de kilomètres. Bon, bien sûr, il y a donc des autoroutes, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est long. Il y a peu de trains et on passe encore un temps considérable dans ce transport. Et on est pourtant à quoi? 230 kilomètres à peu près. Or, on se dit, bah, pourquoi ne pas essayer de réduire ce temps-là? Et aux États-Unis, vous avez énormément donc, de situations du même genre. L'objectif est quand même on va dire, de réduire le temps de transport. Mais pour ça, vous devez vous opposer à deux choses qui sont au moins une très, très importante, c'est les frottements et la résistance de l'air. Les équipements de transport sont toujours en face de ces deux problèmes-là, la résistance de l'air et puis les frottements. Un train frotte pas beaucoup, mais il frotte quand même sur des rails. Et c'est d'ailleurs l'origine de l'idée qu'avaient eu Musk et puis ses acolytes, hein, à savoir faire quelque chose pour lequel il n'y avait plus de frottement. Alors le problème, c'est qu'on verra, ça n'a pas fonctionné donc comme ça. Réduire les coûts. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions, hein, parce qu'à mon avis, ce n'est pas réellement ce qui va se passer. Hein. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est d'essayer d'intégrer, tout au moins c'est un but poursuivi par tous les constructeurs, on va dire les transports dans une vision plus globale des installations. Et je pense entre autres aux villes intelligentes, les smart cities, c'est-à-dire pour lesquelles le transport, c'est un élément parmi d'autres. Vous voyez, et donc, il faut pouvoir le traiter, mais en relation avec le reste. Donc, l'idée, c'est aussi d'intégrer ces transports dans une perception donc, qui sera plus globale. Alors, quelles sont les vraies questions qu'il faut se poser? D'abord, quand on parle de véhicules de demain, est-ce qu'on n'est pas complètement en train de rêver? D'ailleurs, vous voyez ici une image que j'ai générée avec Adobe, donc un système de génération automatique. Hein, peut imaginer n'importe quoi, hein. Mais de là à réaliser le n'importe quoi en question, là, c'est peut-être un petit peu moins évident. Hein. Il faut se demander si les technologies sont matures. On a beaucoup trop parlé du fameux Hyperloop de Musk. La technologie n'était pas prête. Et donc, on s'est imaginé qu'on allait pouvoir faire des choses qui ne se sont pas réalisées. D'ailleurs, Musk aurait dû savoir avant qu'il y avait eu des tentatives sur son fameux tube. Pas le même, mais des tentatives assez approchantes, et que ça n'a pas marché, et que tout le monde avait donc abandonné. Donc il faut essayer de s'assurer que les technologies sont effectivement matures. Par ailleurs, est-ce que on dispose de standards sur lesquels pourraient s'appuyer des fabricants, on va dire, additionnels? Musk n'avait pas l'intention de tout fabriquer. Hein. Il faut donc s'appuyer sur des sous-traitants, des fabricants, et il faut donc pour ça avoir des standards qui soient acceptés par tout le monde. Et donc là, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les véhicules autonomes avec la fameuse suite de standards V2X, effectivement, il y a des choses qui existent, mais c'est encore trop disparate. Et je trouve que
D'une manière générale, les véhicules de transport du futur, mais également ceux que l'on commence à voir arriver maintenant, eh bien, souffrent d'un manque de standards qui ne permet pas donc à l'écosystème donc, de se développer comme il le faudrait. Par ailleurs, est-ce que l'espace que nous allons emprunter, et je pense entre autres au ciel, est-ce qu'on peut l'utiliser n'importe comment? Mais pas du tout. Et la réglementation est d'une rigueur absolue. Le problème, c'est qu'elle est différente selon les pays, hein. Et donc, vous n'avez pas le droit de vous lancer n'importe comment. Vous devez respecter des altitudes bien précises en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Bon, on est habitué à ça donc avec nos véhicules, puisqu'on ne prend pas normalement les autoroutes en sens contraire. Mais dans le ciel, on n'est pas encore très à l'aise avec ça. Or, c'est quelque chose qui est extrêmement rigoureux parce que, chers amis, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on peut se tromper, avoir un accrochage au sol. À la limite, c'est gênant, mais c'est pas forcément mortel. Alors que si vous faites une erreur dans le ciel à 2500 pieds d'altitude, vous ne devez pas vous vous trouvez pas au bon cap, vous risquez votre vie et surtout celle des passagers. Et si c'est mal programmé, parce que c'est un équipement, mettons un drone qui aura été programmé contrairement donc à la législation, à l'endroit où se trouve le drone, vous allez tout casser. Donc c'est quand même quelque chose, une question à laquelle donc il faut pouvoir répondre. Est-ce que par ailleurs on va dire, les usagers sont prêts? Est-ce que vous êtes prêts d'aller dans un avion sans pilote? C'est vrai que on peut se gratter l'occiput un tout petit peu sur la chose. Mais avec un pilote qui va surveiller, voire pourquoi pas un mécanicien, ça devrait suffire. Eh bien, je pense que le couple mécanicien plus algorithme dans un avion sera plus fiable qu'un pilote tout seul. Avec deux pilotes, c'est différent, mais avec un pilote tout seul, ça sera plus fiable. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite un chiffre. Euh, pour des petits avions, là, ce sont des chiffres donc européens, plus précisément en France. Euh, pour les petits avions, donc, qui font moins de 2 tonnes 7, hein, c'est la législation, eh bien, 70% des accidents viennent d'erreurs humaines. Alors là, ce n'est pas des algorithmes, bien sûr, mais on dit, est-ce que c'est le matériel qui flanche ou est-ce que c'est l'être humain? Eh bien, 70%, ce sont les êtres humains. Je pourrais vous donner plein d'exemples et expliquer pourquoi il y a eu donc des catastrophes. Donc la grande question sera de savoir, est-ce que je vais mettre un pied dans ce machin-là? Parce que est-ce que je risque ma vie ou pas? D'ailleurs, est-ce qu'on peut mesurer les risques? Voilà encore une question à laquelle il faudra donc répondre. Et est-ce que les technologies sont économiquement viables? Alors évidemment, quand vous avez Elon Musk derrière avec un gros paquet de dollars, c'est plus facile que si vous êtes tout seul ou que vous lancez une start-up dans ce domaine. Vous comprenez? Donc, est-ce que la technologie est suffisamment mature donc, pour être économiquement viable? Et puis alors, est-ce que le problème de l'alimentation, car quand on parle d'équipement du futur, de transport du futur, on parle d'équipements verts qui normalement n'utilisent pas donc des ressources donc fossiles, donc verts. Et est-ce que on peut alimenter dans les conditions que seront celles de ces équipements du futur, est-ce qu'on peut les auto-alimenter ou les alimenter? On verra qu'il y a sur les véhicules, aujourd'hui, on commence à parler de smart roads, c'est-à-dire de routes, j'ose pas dire intelligentes, mais en passant dessus, d'une certaine manière, eh bien, un véhicule peut se recharger. Je vous montrerai ça donc un peu plus loin. Bon. Voyez, donc quelques questions qu'il faut donc se poser. Alors les grandes familles, on verra ça donc plus en détail tout au long donc de ce webinaire. Alors Hyperloop et les tubes, on y reviendra un peu plus loin. On parlera de drones de livraison. Je fais une distinction entre les drones et disons les équipements volants. Les drones, c'est surtout donc pour livrer quelque chose. Les équipements volants, on peut transporter aussi des personnes. Donc c'est quand même un petit peu différent. Donc je fais une distinction donc entre les deux. On parlera donc des véhicules autonomes, bien entendu. Alors on fera une distinction aussi entre les véhicules autonomes et puis ceux que n'importe qui peut prendre et les taxis autonomes. Alors je crois que les taxis vont, à mon avis, arriveront à maturité plus rapidement parce qu'ils vont être contraints. Et la vraie différence que je fais entre ces équipements-là, donc c'est le fait que est-ce qu'ils sont contraints ou pas?
Est-ce que je peux faire n'importe quoi, me balader dans le ciel n'importe comment, ou est-ce que je suis tenu d'avoir tel niveau de vol et tel cap? Vous voyez, est-ce que je suis contraint ou pas? Eh bien, dans les deux cas, véhicules autonomes ou contraints ou non, et taxis qui, eux, en général, seront contraints, eh bien, qui partiront d'une plateforme, hein, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Et la maturité n'arrivera pas au même moment. La micromobilité, donc vous voyez, j'y reviendrai dans un instant sur tous ces équipements donc modernes qui nous arrivent et qui nous permettent de nous déplacer. Encore une fois, aujourd'hui, à mon avis, avec quand même quelques risques, hein. Bon, les taxis volants, donc il y a les taxis autonomes au sol et puis il y a les taxis volants. On commence à imaginer d'en avoir et la France a donc imaginé d'avoir des taxis volants pour les Jeux Olympiques de 2024. À mon avis, ça sera pas prêt, hein. Et il y aura sans doute d'autres problèmes à régler que celui-là, mais ça avait été envisagé au moment du cahier des charges, donc des taxis volants. On a même pensé à un moment donné, mais là il faut quand même avoir un gros problème, hein, à des hôtels volants. Alors des autobus volants, alors, pas trop l'intérêt non plus, des hôtels volants. Alors, alors c'est un petit peu comme mes ballons dirigeables de tout à l'heure, hein, sauf que ce sont des équipements, des sortes d'avions, de gros avions. Mais ils descendent jamais. Ils sont réalimentés donc dans le ciel et vous avez des hôtels dedans. Alors, pourquoi pas ce genre de truc? Et il y a des gens qui y pensent très sérieusement. Tout ce dont je parle maintenant, c'est pas du tout pour plaisanter ou non, non, c'est pas ça. C'est vraiment des choses qu'on envisage entre maintenant, on va dire, et quelques dizaines d'années. Alors, les fameux trains maglev, maglev avec la contraction donc de magnétisme avec lévitation. Eh bien, on commence alors, eux, ils sont pas dans un tuyau, hein, pas dans un tube comme Hyperloop, mais c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'on essaye quand même de réduire les frottements donc au maximum. On essaye donc oui, donc de pénétrer dans l'air du peu d'air qui va donc rester dans les tubes, certes, mais là, ça devait être à l'extérieur, donc améliorer donc les capacités de pénétration dans l'air. Eh bien, vous avez déjà un maglev chinois qui avait dépassé les 430 km/h. Donc ça commence à aller vite, hein. Je me souviens, il y a quelques années, lorsqu'on voyait les premiers trains à grande vitesse, comme on parlait de ça donc en France, on se disait 300 km/h, mais oulala, ça va décoiffer. On s'est totalement habitué maintenant. Donc finalement, 450 km/h dans un espace normal, on va dire, pas dans un tube, ça paraît quelque chose qui serait envisageable. Donc pourquoi pas, hein, donc, des fameux trains donc maglev. Et puis d'une manière générale, on va dire tous les aéronefs, comme ça qu'on les appelle donc, en aviation, aéronefs, donc les AAV, donc les équipements donc aériens, donc de transport. Vous avez donc tout ça qui va arriver. Alors j'ai fait une petite référence ici aux fameuses premières bicyclettes qui sont arrivées donc au début du siècle, du 20e siècle, hein. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte? L'évolution faramineuse de tous ces moyens de transport. Alors essayez de vous projeter un tout petit peu en 2100 ou 2200. C'est quelque chose d'absolument inouï. Donc il ne faut pas avoir trop de réflexes, disons, de protection, de ne pas oser dire les choses. Il faut essayer de les analyser avec rigueur, hein, parce que ça pourra, et dans certains cas en tout cas, ça pourra se produire. Je pense entre autres aux équipements volants. Ça peut inquiéter aujourd'hui, mais je crois que ça va beaucoup se développer. Alors, une proposition que je vous fais, hein, une proposition de chronologie. Alors, ça n'engage que moi. J'ai mis une chronologie entre 2024-2025 et 2080. Bon. Euh, et j'ai porté sur ce graphique, j'ai porté donc un certain nombre d'équipements en annonçant donc des dates de pérennité de cette technologie. Alors, les bateaux, on en parlera également des bateaux. Bateaux ultra rapides, ça marche déjà, hein. C'est des vrais Formule 1, d'ailleurs on le voit dans des courses transatlantiques, c'est incroyable. Ils reposent à peine sur l'eau, hein, donc avec des ailerons qui touchent l'eau, bien entendu, hein, mais à des vitesses qui sont absolument incroyables. Ça, c'est une technologie que l'on maîtrise correctement. Les formes disons 2025, les formes de micromobilité. Alors, tout ce qu'on commence à voir, les trottinettes, les vélos les bicyclettes avec des batteries, etc. On en voit beaucoup. Et donc, ça y est, maintenant, c'est vraiment mature, hein.
Je pense que c'est la réglementation qui ne l'est pas. En 2030, à mon avis, on devrait voir arriver les véhicules autonomes contraints, c'est-à-dire qui n'ont pas le choix des trajets, d'aller se promener n'importe où. Et aujourd'hui, ça ne marche pas, ça. On ne peut pas avoir la liberté, contrairement à ce que nous disent les fabricants, hein. Et ça ne marche pas, on n'a pas la liberté. Donc, si on contraint ces véhicules, un peu comme un taxi, de suivre, on va dire, un chemin qui a été prévu à l'avance, ça, c'est jouable. Donc, c'est le cas des taxis, mais pourquoi pas avoir des véhicules autonomes, vous montez dedans, vous savez qu'il doit aller quelque part, il va partir dans 3 minutes et vous savez qu'il va à tel endroit, pourquoi pas? Pour éviter peut-être, puisqu'il va sans doute avoir donc des cheminements qui vont être privilégiés et réservés, donc ça sera peut-être probablement, on va éviter donc les congestions. Les drones de livraison, je pense que ça va être parfaitement maîtrisé en 2030. On sait bien faire déjà maintenant et on voit les moyens que met en œuvre Amazon, entre autres, hein, dans ce domaine. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Je pense entre autres à des produits de première nécessité, d'abord, voire des produits médicaux dont on aura vraiment besoin. Ils ne peuvent pas dépendre, vous comprenez, peuvent pas dépendre donc d'une congestion ou d'un embouteillage quelque part, c'est pas possible. À mon avis, il faudra attendre 2040 pour avoir les premiers avions autonomes de la même manière, mais contraints. C'est-à-dire des avions qui iront d'un endroit à un autre, et puis c'est tout, à une certaine altitude, en suivant un cap bien déterminé. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, on a fait voler donc un Cessna avec la Cessna pendant 10 minutes. Tout le monde est très fier de la chose. On a fait voler un Cessna pendant 10 minutes. Je dis, oui, mais d'accord, mais c'est pas ça qui fait la technologie. C'est pas ça qui va vous valider une technologie. Donc, pour des avions, on va dire des aéronefs contraints, je pense qu'effectivement, en 2040, ça devrait aller. Mais par contre, je pense qu'il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Et pas tellement pour des questions techniques, pour des questions de réglementation et d'homogénéisation donc de la réglementation entre les différents pays. Et on va voir arriver donc à cette période-là, alors si c'est 2055, vous m'en voudrez pas, hein, des drones de livraison parfaitement libres et donc non contraints que vous allez pouvoir programmer vous-même, et puis des avions autonomes non contraints également. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et il faut être prudent, mais je pense que 2060, on devrait bien maîtriser les choses. En 2070, eh bien, on peut imaginer d'avoir la technologie des tubes qui pourrait revenir, parce que l'échec de Musk est un échec, à mon avis, provisoire. Euh, le principe de la lévitation et de la propulsion par des électroaimants est quelque chose qui, techniquement et théoriquement, a un sens. Comme ça a un sens, je pense qu'effectivement, ça pourrait arriver donc dans quelques années. D'ailleurs, si Musk a abandonné donc son projet, d'autres compagnies, entre autres certaines compagnies européennes, ont continué donc à étudier donc la chose, peut-être en faisant moins, en étant moins, vous voyez, moins de forfanterie, en essayant d'être un peu plus prudent sur les annonces. Et puis, je pense qu'il faudra attendre peut-être pas tout à fait vrai, mais 2080, avant d'avoir des véhicules qui seront autonomes, totalement libres de se promener comme ils le veulent. Et je pense que les constructeurs qui disent le contraire, à mon avis, sont irresponsables. Parce que d'abord, il y a eu des centaines d'accidents déjà maintenant, et que c'est avant de savoir si la technologie va véritablement arriver à maturité, il faudra peut-être se demander à quoi elle sert. Et ça, il y a beaucoup à dire donc sur le sujet. Donc voilà une proposition, on va dire, de chronologie un peu pessimiste, je le reconnais, que je vous propose. Mais vous verrez, on se redonnera rendez-vous dans 2090, 2100, vous verrez que finalement, on n'aura pas eu tellement tort. Alors, quelles sont les technologies qu'il faudrait donc essayer donc d'améliorer? Alors là, on est côté TI. On est côté TI et qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux pour que tout ça, ça puisse fonctionner? Alors, euh, la plupart de ces équipements, on le voit bien, vont embarquer donc du logiciel, du code. Et donc, par définition, on sait qu'embarquer du code, ça crée des failles et donc on expose les équipements, en l'occurrence ici donc des équipements de transport, aux pénétrations et donc aux attaques. Et je pense que ça peut être extrêmement dangereux
d'y aller d'une manière un peu trop inconsciente sans avoir bien maîtrisé et verrouillé les failles qui ne manqueront pas donc de se produire. Par ailleurs, il va nous falloir régler un certain nombre de problèmes, par exemple celui des réseaux. Vous ne pouvez pas. Alors, bien sûr, vous avez une certaine autonomie pour, mettons, pour un véhicule autonome, mais il dépend énormément du réseau. Si le réseau tombe en panne, il va y avoir quand même quelques soucis. Et donc, il faudrait. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut plus fonctionner, je n'ai pas dit ça, mais il aura besoin d'avoir un backup. Alors, backup, il peut être assuré par un autre réseau, mais je pense surtout à un backup dans la chaussée elle-même, dans les trottoirs, par exemple, avec des capteurs qui vont être embarqués donc dedans et qui vont permettre, par exemple, de lui dire ici, c'est 50 km/h, pas plus. Vous voyez? Alors que ça, c'est une information qui vient du réseau. Donc, on aura besoin, on va dire, de redondance et de backup pour les réseaux. Bien, on aura donc besoin bien entendu, de capteurs de nouvelle génération. Alors, bien sûr, il y en a qui existent déjà maintenant. On voit bien qu'un véhicule maintenant, mais non autonome, c'est déjà une usine à capteurs. Donc, c'est pas nouveau. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et en particulier dans le domaine de la vision. Dans le domaine de la vision, étant donné que ce sont des équipements qui voient, qui pensent voir quelque chose autour d'eux, ces équipements, eh bien, il faudra ne pas se tromper. Et il y a actuellement des progrès qui sont en train d'être faits, mais on a encore du chemin à parcourir dans ce domaine. Il va falloir disposer, à mon sens, d'un marquage sur les routes plus intelligent. Aujourd'hui, on a des panneaux qui sont des panneaux fixes, voire quelques-uns interactifs, mais il faut que tout ça soit dynamique. C'est-à-dire que votre véhicule, si c'est un véhicule autonome ou pas, eh bien, dialogue en passant avec des équipements, avec des panneaux, un panneau virtuel, qui seront soit sur le bord des routes, soit sur la chaussée. Donc, il va falloir inventer une nouvelle relation dynamique entre le véhicule et puis les indications, on va dire, de comportement, de l'état de la route, etc. Donc, l'alimentation par la chaussée, j'y reviendrai un peu plus loin, c'est intéressant. Donc, c'est pas encore au point, mais disons que c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver. Donc, la réalimentation automatique, il va falloir faire des progrès massifs dans le domaine des batteries. Alors, heureusement, on voit que les véhicules électriques maintenant font beaucoup de progrès. Donc, il va falloir en faire donc aussi sur les batteries. Il faudra faire attention à ne, parce que les équipements donc de transport du futur vont être très consommateurs de terres rares et de métaux lourds. Il faudra faire attention à ne pas exagérer. D'abord pour ne pas être dépendant vis-à-vis de la Chine ou de la Russie. Mais de toute façon, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Donc, faire attention à ne pas avoir on va dire, un recours trop important à ces terres rares. On va essayer d'utiliser au mieux les énergies renouvelables. Donc, ça, je vous disais, c'est un besoin qui est évident. L'hydrogène pourrait être considéré comme une solution assez intéressante, d'ailleurs pas seulement pour les véhicules au sol, mais également pour les véhicules donc, aériens. Il va falloir faire des progrès aussi en matière de modélisation des comportements. Je l'ai souvent dit, c'est ça le problème numéro un qui est posé dans les villes intelligentes. Et on voit bien que les équipements de transport sont liés avec les conditions de circulation. Donc, avoir donc de meilleures modélisations donc, des comportements. Des algorithmes d'apprentissage issus de l'intelligence artificielle de type deep learning, par exemple, donc qui auront fait des progrès qui permettront à ces équipements de s'améliorer en fonctionnement. Vous voyez, c'est ça, c'est une clé donc, du succès, qui vont s'améliorer en fonctionnement. Au départ, ils sont peut-être pas terribles, mais après, ils s'améliorent en constatant ce qui se passe entre eux et l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Et puis, bien entendu, essayer de disposer d'API, donc qui vont nous permettre de développer les compléments dont nous aurons besoin. Voilà. Alors, je pense que donc tout cela, de toute façon, ne pourra jamais fonctionner sans une réglementation, je l'ai dit plusieurs fois, donc réglementation donc rigoureuse. Bon, bien. Alors, globalement, quand on nous dit, mais l'intelligence artificielle va arriver, donc ça va tout résoudre. C'est pas vrai, hein. Ça va résoudre des choses, mais pas tout. Alors, je vous ai mis ici sur ce schéma un petit peu tous les domaines dans lesquels elle intervient ou elle va intervenir. Alors, il peut s'agir de réseaux neuronaux tout court, ça peut être des réseaux
d'utilisation des réseaux neuronaux dans le monde du deep learning, donc l'apprentissage profond, mais ça peut être aussi du ML, hein, donc machine learning. Donc il y a différentes techniques hein, donc, qui pourront être utilisées. Mais c'est vrai qu'il y a un Eldorado de développement assez fantastique dans ce domaine. Là, ce sont des algorithmes. Alors, modélisation des incidents, la régulation du trafic et la gestion des parkings pendant qu'on y est. Bon, les plaques d'immatriculation donc, qui sont lues automatiquement, ça marche déjà. Il y a pas mal de parkings aujourd'hui qui fonctionnent de cette manière-là. Et quand vous ressortez après avoir payé votre péage, eh bien, la barrière qui s'ouvre automatiquement et vous vous dites, tiens, où est-ce qu'il est caché? Non, ben, c'est comme ça. Analyse en temps réel du comportement des automobilistes. Alors, peut-être qu'on ne va pas apprécier, mais si on passe son temps au téléphone ou si on a manifestement un degré d'alcoolémie trop important, c'est votre police d'assurance qui va être augmentée automatiquement en temps réel. Et ça, c'est intelligent. Ah, d'où intelligence artificielle. Bon, analyse donc, comportementale donc, du conducteur, s'il y en a encore un. Hein. Analyse, bien sûr, en temps réel, on va dire, et traitement a priori donc des données qui viennent des capteurs, hein, dans les véhicules entre autres. Hein. Ça peut être aussi dans les zones aéroportuaires, donc la prédiction des retards. Et je voudrais juste citer donc un exemple ici. Si vous prenez la plateforme de Schiphol, donc à Amsterdam, donc aux Pays-Bas, toutes les conditions de circulation dans le ciel sont gérées par des automatismes, par des algorithmes. Et ils vous disent que si vous enlevez les algorithmes, alors là, c'est la catastrophe, parce que plus personne ne pourra atterrir à Schiphol. Eh bien, on le voit bien, les algorithmes d'IA vont forcément se développer pour apporter donc un plus dans ce domaine. L'analyse du volume considérable de données que vous aurez à traiter donc en temps réel, donc analyse via l'intelligence artificielle, donc du big data, etc., etc. Donc, vous voyez, ce sont des usages, on va dire, très globaux hein, que vous allez voir arriver dans ce monde-là. Alors, les tubes d'abord. Alors, les tubes, je vous disais, donc Elon Musk, c'est un échec. Alors, je voudrais simplement rappeler le principe. Le principe n'était pas idiot du tout. Hein. L'idée qu'avait Musk, mais encore une fois, c'est pas lui qui a été le premier à l'avoir, c'était d'utiliser, d'essayer de réduire donc le frottement de l'air en ayant des tubes dans lesquels il y a une très basse pression, donc pratiquement pas d'air, et d'équiper donc le bas de ces tubes par des électroaimants, des gros électroaimants qui se font face. Et quand vous avez deux électroaimants dont dont le pôle nord, les deux pôles nord se font face, ils ont une tendance, ils se repoussent. Si vous en mettez un paquet tout le long donc, du circuit et du tube, le, le véhicule qui se trouve à l'intérieur, eh bien, il va être repoussé et il va flotter dans l'air. Et on dit qu'on va avoir un mécanisme de lévitation. Et c'est vrai que c'est pas idiot. Il n'y a pratiquement plus de résistance de l'air. Vous n'avez pas de frottement puisque vous vous trouvez en lévitation. L'idée était bonne. Sauf que Elon Musk s'est avancé en disant je vais aller à 1000 km/h. Ouais, 1000 km/h, ça fait 10 minutes pour faire Montréal-Québec. Bon, ça n'a pas marché. Et quand on regarde, c'est ce que montre ce schéma-là, quand on regarde, on va dire, la juxtaposition de ces électroaimants, eh bien, ils sont faits non seulement pour mettre le véhicule en lévitation, mais également pour le faire avancer. Alors, bon, malheureusement, malgré la construction du premier tube Hyperloop dans le Nevada, il n'a pas réussi à dépasser les 160 km/h. Bon, 160 km/h, c'est la moitié de la vitesse d'un train à grande vitesse. Hein. Par ailleurs, le système n'est pas très stable, il faut dire ce qui est. Il a donc été officiellement abandonné. Mais d'autres projets, comme je vous l'ai dit, donc, continuent donc sur la même voie, essentiellement européens, parce que on cherche quand même à valider encore le principe, parce il est pas stupide. Il n'est pas stupide. Donc peut-être qu'un jour, on y arrivera. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Alors, les véhicules volants, donc, font la distinction entre, d'un côté, vous avez les drones, et de l'autre côté, vous avez les véhicules dits UAM, pour mobilité, donc urbain dans l'air. La grande idée, c'est de pouvoir se déplacer et puis donc, ne plus être gêné par les embouteillages, mais vous vous déplacez voilà, avec votre engin. Si vous n'êtes pas pilote vous-même, ben, il sera autonome, il vous emmènera où vous voudrez. Alors, ça englobe beaucoup de choses, hein, les taxis volants, les drones de livraison, et puis finalement toute forme de transport aérien. Alors,
Ça englobe une autre technologie qu'on voit apparaître maintenant, qu'on appelle les eVTOL. Ce sont des équipements, des avions, mais à décollage et atterrissage vertical. Évidemment, dans une ville, vous n'allez pas avoir des pistes d'atterrissage partout. Donc, il faut que ça puisse de démarrer depuis votre garage, hein, à la limite, en vertical. Or, cette technologie-là, maintenant, est arrivée à maturité, ça fonctionne bien. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de compagnies qui se sont lancées là-dedans. J'en ai cité donc certaines, Delta Airlines. Il y a Airbus aussi qui s'est lancé là-dedans, hein. Et donc, voilà, la question étant, est-ce que le pilotage va être assuré par un être humain ou par un algorithme? Alors, l'algorithme, ça sera envisageable, mais à condition de savoir donc modéliser l'environnement. C'est pas nouveau, hein. Et donc, et je vous l'ai dit, il y a moins de risques à laisser un pilote lire sa bande dessinée plutôt que de lui confier donc notre sort. Et ça, je suis convaincu. Bon. Beaucoup de constructeurs et prestataires se sont lancés donc dans l'aventure on va dire, de ces véhicules volants qui vont tout nous résoudre, hein. Alors Uber, Rolls-Royce, vous le voyez ici, Porsche, Aston Martin, vous avez la société de Larry Page, donc le patron donc, de Google, qui s'appelle Kitty Hawk. Vous avez Toyota, vous avez Aeromobile et vous en avez donc énormément. Alors, je vous ai dit, moi, je fais une distinction entre des équipements comme ça qui sont contraints, donc ils ne peuvent faire qu'une chose bien précise, par rapport à la liberté totale. La liberté totale, ce n'est pas pour demain. Et on ne pourra pas. Vous vous rendez compte le risque que ça pourrait donc représenter. Les drones, double approche. Alors, le drone, encore une fois, c'est un aéronef comme un autre. Alors, je voulais quand même vous rappeler une chose. C'est que dans le ciel, vous avez quoi? Vous avez des avions, vous avez des planeurs, vous avez des drones maintenant, vous avez des gens qui font de l'aéromodélisme. Il y a plein de choses. Et ces gens-là sont contraints par des règles bien précises. Bon, vous avez une altitude à respecter, vous devez, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et donc, si vous vous amusez comme un cow-boy à rentrer là-dedans avec votre drone et hop, je vais tout droit et je livre mon paquet, vous voyez, non mais il faut quand même être un tout petit peu sérieux. C'est vrai qu'on pourrait programmer. Alors, la tendance du moment dans ce domaine, c'est que ce sont surtout des compagnies très professionnelles, des gens qui peuvent investir dans de la programmation lourde. C'est pas fait pour nous dans notre garage, hein, mais sauf à s'amuser. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, parce que c'est un aéronef comme un autre. Un pilote d'avion, même d'un petit avion, un petit Cessna, eh bien, vous ne pouvez pas, quand vous vous trouvez au-dessus d'une ville, la plupart du temps, vous n'avez pas le droit de. D'abord, vous n'avez pas le droit de survol en général, sinon vous devez descendre à ce qu'on appelle dans une CTR, vous devez descendre à 500 pieds. Quand vous devez atterrir, vous êtes à 1000 pieds. Bon, bref, vous n'avez pas la liberté, hein. Donc, vouloir faire n'importe quoi, c'est pas possible. Et les drones ne pourront pas faire n'importe quoi. Bien. Alors, il y a quand même aujourd'hui pas des algorithmes, mais des API qui me permettent de programmer d'une manière quand même très sympathique les équipements donc, de livraison comme ça. Et j'ai quand même des choses passionnantes, hein, des fonctions, donc, par exemple, retour au point de départ sans intervention. Par exemple, si j'ai une perte de contact des radiocommandes, si je le pilote à distance, eh bien, je reviens au point de départ. Ou le follow me, je suis celui qui pilote l'avion à distance, eh bien, le drone, avion, drone, hein, le drone va me suivre d'une manière automatique, voire je peux lui dire, tu dois suivre tel autre aéronef. Bon, il y a des fonctions quand même qui sont très sympathiques. Bon, on les connaît, hein, mais il y a des connaissances à acquérir. Vous n'allez pas comme ça du jour au lendemain vous dire devenir un pilote de drone, c'est-à-dire un programmeur de drone, hein. Si vous ne savez pas, d'abord, si vous n'êtes pas très bon dans la réglementation, là, ça ne pardonne pas. Euh, vous devez avoir des connaissances en météo, savoir reconnaître, on va dire, les différents types de nuages, l'histoire de ne pas prendre de risques, hein. Le positionnement, savoir lire un GPS, sachant que le GPS ne peut pas être utilisé comme instrument primaire dans un avion ou dans un drone, hein. La gestion des commandes, hein, qui peut être assistée ou non, hein, à distance. Les fonctions de décollage et atterrissage, on n'atterrit pas n'importe comment, hein. Il faut respecter si c'est
un avion, un avion donc, pilotable à distance, eh bien, il faut respecter ce qu'on appelle l'avant-arrière, l'étape de bas, le dernier virage, etc. Et donc des choses qu'il faut faire de manière rigoureuse. Il faut savoir faire la différence entre ce que c'est qu'un axe de roulis, de tangage et de lacet. C'est les principes de l'aviation, même que vous avez donc programmé. Il faut bien sûr se mettre ça dans la tête. Hein. Bien comprendre la différence qu'il y a entre un cap magnétique et puis un cap géographique, savoir ce que c'est qu'une dérive. Il y a toujours du vent. Alors le vent, ça vous fait dériver. Donc si vous voulez aller quelque part, mais qu'au bout d'un quart d'heure, normalement, vous devriez y être et vous êtes à 30 km, vous avez mal géré votre dérive. Tout ça, ce sont des principes, donc, des principes de navigation aérienne qu'il faut avoir, drone ou pas drone. Vous voyez? Et puis, donc, comment on fait pour faire de la radionavigation? Comment on respecte les contraintes? Ouais, bon. Et finalement, cette formation, elle n'est pas très différente de celle, donc, on va dire, d'un pilote classique. Hein. Alors, c'est très amusant pour celui qui a déjà, déjà breveté et qui sait ce que c'est qu'un avion comme ça comme ça, et donc qui sera capable de piloter donc un drone, mais c'est un nouveau métier, et qui est un nouveau métier, mais plutôt réservé, on va dire, à des structures importantes, des grosses entreprises qui font des livraisons, on va dire un laboratoire pharmaceutique, ou ceux qui vont livrer du sang dont on a besoin à un moment donné dans les hôpitaux. Tout ça, c'est un nouveau métier, ça peut vous tenter, et en plus, c'est très amusant, très intéressant. Bon. On parle également de bateaux volants. Alors pourquoi pas, pourquoi pas des bateaux volants? Alors ça s'appelle des hydroptères. Alors vous avez, en fait ils ne sont pas tout à fait volants, il faut dire la vérité. Hein. Ils reposent sur, et ça c'est en train de se développer, je vous dis actuellement, c'est une technologie qui est mature, hein, ça, elle marche parfaitement bien. Hein. Et donc ça repose sur des technologies, disons, hydrodynamiques qui permettent de naviguer au-dessus de l'eau et ils exploitent ce qu'on appelle des foils. Les foils, ce sont ce que vous voyez sur cette image, des espèces d'ailerons qui sont immergés. Et ils produisent ces foils une force ascensionnelle qui soulève le bateau donc au-dessus de l'eau. Là encore, vous retombez dans toujours cette recherche de moins de frottement et donc plus de vitesse. Il faut reconnaître que quand on voit les bateaux dans les différentes courses transatlantiques, c'est quand même effarant, hein. Effarant. Et on commence à en voir aujourd'hui maintenant des bateaux comme ça, donc, alors, qui sont autonomes. Hein. Il y a même des tankers maintenant qui sont autonomes. Euh, bon, vous me direz, le tanker est tellement énorme que lui, on peut le prévoir à l'avance, hein, on peut imaginer son comportement à l'avance. Mais voilà encore quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, bah, je pense que ça arrive et ça va se développer. On mettra donc là-dedans des passagers et on fera entre Calais et Douvres pour les Anglais, pour ceux qui connaissent la côte française, bah, on ne mettra pas longtemps pour y aller. Alors, puis en plus, c'est sympa, on fait des vitres autour de nous, on voit tout ce qui se passe, c'est quand même très bien. Voilà donc des bateaux dits volants, mais qui ne sont pas réellement volants en vérité. Alors, le dernier grand sujet que je voulais évoquer, c'est celui des véhicules autonomes. Alors, j'ai déjà eu l'occasion très souvent de parler de ça, mais moi, je m'insurge contre l'idée que c'est quelque chose qui est évident. Parce qu'il faudra qu'on m'explique quand même à quoi ça sert, un truc comme ça. Alors, vous constatez évidemment un prosélytisme effréné de la part des constructeurs, mais il faut dire la vérité, ce n'est pas une réussite. Et bien qu'il se soit très avancé, eh bien on voit maintenant l'arrêt, et je vous ai cité le cas d'Apple, quand même qui est significatif. 10 ans et des milliards de dollars d'investir qui sont perdus. Tout ça parce que y a des problèmes technologiques qui sont plus des problèmes de modélisation et d'algorithmique qu'autre chose. Faire des processeurs, on sait faire maintenant, même Apple. Mais par contre, modéliser un environnement, et surtout avec le comportement erratique, délirant de certains conducteurs, alors là, il faut vraiment s'accrocher aux branches, hein, parce que ça n'a rien de simple. Hein. Alors, à mon avis, si ça ne marche pas très bien, moi je vous indique 5 raisons. Je pense qu'il y a des problèmes techniques d'abord évidents, hein, surtout des côtés des applications qui doivent être extrêmement rapides et fondées donc sur des modèles, hein, ce que je viens de dire. Les standards V2X, on va en voir rapidement donc quelques exemples qui tardent à arriver aujourd'hui, ou plutôt qui tardent à être acceptés par tout le monde. On ne pouvait pas accepter donc un standard si vous êtes le seul à le respecter. Ça n'a pas de sens.
Les routes, qui à mon avis devraient être intelligentes, et là on a un retard considérable parce que je vous ai parlé de backup tout à l'heure, je pense qu'on a besoin d'avoir des routes intelligentes, mais aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 2, 3 kilomètres de routes qui existent comme ça. Et donc on a mis des capteurs là-dedans, on regarde ce que ça donne, c'est vrai qu'on sait faire. Mais industriellement, il faut l'étendre à toute la planète, et c'est tout à fait autre chose. Hein. Donc, des chaussées qui ne sont pas intelligentes, euh, la difficulté qu'ont ces équipements donc, du futur, transport du futur, autonome, de s'adapter à des conditions météo et de circulation qui sont très changeantes. C'est compliqué, vous savez, à modéliser tout ça. Hein. Et bon, c'est pour ça que je crois que alors, finalement, l'une des clés, ce sera sans doute donc le deep learning et l'apprentissage automatique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des équipements autonomes qui soient capables de s'améliorer, et bien d'interpréter ce qui se passe et de dire, tiens, j'ai déjà rencontré cette situation-là, donc je dois faire ceci et cela. Ça, l'apport de l'intelligence artificielle, et plus précisément celui des réseaux neuronaux, dans le cadre donc du deep learning, donc apprentissage automatique, me paraît donc essentiel. Bon. Des conditions donc météo, je vous l'ai dit, qui sont changeantes, hein, et puis surtout l'absence de besoins clairement exprimés, parce que ce sont les fabricants qui se sont lancés là-dedans. Ils nous ont dit, vous avez besoin de ça. Ah bon? Ah bon? Mais je vous dis, moi, j'ai rien demandé. Hein. Ah non, non, vous avez besoin de ça. Euh, vous n'êtes pas là pour conduire, vous lisez le journal, et puis vous dites simplement oralement à la machine, bah, je veux aller à tel endroit, elle va le faire. Mais moi, vous voyez, je lève le doigt, mais moi, j'aime bien conduire. Ah non, 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 c'est pas votre domaine. Vous devez lire le journal, et puis c'est tout. Puis de temps en temps, éventuellement, on vous demandera votre avis. Non, mais il faut arrêter de plaisanter quand même avec ça. Hein. Donc, absence de besoin qui est, à mon avis, clairement exprimée, qui vient plutôt donc, des fabricants. Je vous ai mis ici, ça c'est simple, ça mange pas de pain, j'ai mis ici donc les niveaux donc d'autonomie que l'on accorde donc à un véhicule de ce type autonome. Hein. Là, vous avez du niveau 0 au niveau 5, on ne va pas les regarder trop dans le détail. Le niveau 0, c'est le conducteur qui fait tout. Le niveau 5, c'était le conducteur qui fait rien, il lit son journal. Et entre les deux, vous avez le niveau 1 avec une assistante limitée à la conduite, qui existe déjà partout, hein. Régulateur de vitesse, repérage donc, par la vision d'obstacles, en particulier pour les machines arrière, les freins assistés de type ABS. Voilà, bon. Niveau 2, là, les manœuvres importantes sont déléguées au système parce que nous, on n'est pas capable. Par exemple, l'aide au stationnement. Voyez, niveau 3, c'est le système contrôle les phases essentielles de la conduite, mais il a besoin d'avoir des routes intelligentes. D'où, je vous dis, le bémol que je mets finalement à l'évolution de cette technique. Le niveau 4, tout est contrôlé par le système. Hein. C'est le début d'une véritable autonomie. Mais là encore, on a besoin de routes intelligentes et la mise en œuvre donc, de protocoles et de standards qui sont acceptés par tout le monde. Voilà. Et puis le niveau 5, je l'ai dit, où tout, absolument tout, donc, et donc contrôlé et géré par des algorithmes. Ça, c'est bon, différents niveaux, vous le voyez ici avec cet exemple. Donc, à quoi ressemble donc un véhicule autonome aujourd'hui? En matière de standards, vous avez ici les standards qui, on va dire, qui sont proposés donc, aux véhicules autonomes. D'abord, des standards qui régissent les liens entre les véhicules entre eux. Alors, c'est le V2V, Vehicle to Vehicle. C'est le V2D, c'est-à-dire les communications donc, entre notre véhicule et des équipements électroniques qui seront autour, en particulier des panneaux virtuels, hein, des panneaux d'indicateurs donc virtuels, et aussi d'ailleurs ceux qui sont portés par les personnes. Vous avez le V2P, ça concerne donc le lien entre le véhicule autonome et puis les piétons. Donc pour la protection des piétons, on n'est quand même pas là pour tous les écraser. Le V2H, c'est le Vehicle to Home, c'est-à-dire la participation à l'alimentation électrique. Alors ça, bon, disons que le véhicule, grâce à des voies, donc des routes qui sont faites pour ça, peut contribuer à l'alimentation donc d'une maison. Hein, pourquoi pas? Donc vous avez un V2H pour ça. Vous avez le V2G qui est le Vehicle to Grid, c'est-à-dire donc le contrôle des liens entre le véhicule et puis les grilles, les sources d'alimentation. Hein. Et puis le V2I, c'est le véhicule autonome, le véhicule hein, par rapport à toute l'infrastructure.
Donc, l'évolution des feux de croisement, les lumières, l'avertissement donc des conditions de congestion, des conditions instantanées de réseau, etc. C'est l'idéal, mais c'est quand même pas pour demain. Alors, ça existe, hein. Je vous ai même mis ici donc les dates, ça, incontestablement ça existe, mais c'est pas encore répandu partout. Et je vous dis, de toute façon, la technologie elle-même, hein, elle est quand même pas très répandue. Alors, on en est donc, à mon sens, on est quand même encore loin du but, hein. Alors, je voulais rappeler ici quelques exemples donc d'accidents qui ont eu lieu, hein. On a repris donc la période de juillet 2021 à juin 2022. Eh bien, un organisme américain donc, qui s'occupe de ça avait recensé 392 accidents qui mettaient en cause l'autonomie des véhicules, dont 70% donc imputés à Tesla, toujours de Elon Musk, hein. 273 accidents. Ce qui, bien sûr, devait être comparé à quoi? Aux 42 915 accidents qui avaient été enregistrés dans le même temps, toutes causes confondues. Donc, effectivement, il y en avait beaucoup moins, hein. Alors, on va dire que le coupable, tout désigné, c'était le système, ou c'est le système autopilote de Tesla, qui est un système de niveau 1, donc très ambitieux, qui permet de prendre le contrôle, même niveau 2, on va dire, le contrôle du physique du véhicule électrique dans certaines conditions. Mais en tout cas, contrairement à ce que disait Elon Musk, autopilote n'est pas certain, on n'est pas tranquille avec ça, c'est pas vrai. Alors, si j'apporte une conclusion sur ce type de véhicule, moi je crois que c'est des véhicules autonomes, c'est plus une démonstration que nous font les fabricants de leur capacité à faire quelque chose que d'un vrai besoin. Ce que je constate, c'est quoi? Des coûts très élevés, une dépendance technologique importante. Les conséquences, c'est aussi la perte d'emploi, évidemment. Si tous les véhicules sont autonomes, il n'y aura plus besoin de chauffeurs de taxi, etc. La sécurité routière, très contestable. Parce que là, lorsqu'il se passe des choses, c'est quand même assez incroyable, hein. Il y a des problèmes éthiques également, parce qu'on recueille dans ces équipements autonomes, on recueille énormément d'informations sur mon comportement ou sur ce que j'ai fait dans la journée. Et après tout, est-ce que ça regarde tout le monde? Non. Hein. Donc, il y a des problèmes éthiques, on va dire, par rapport aux données personnelles, hein, ouais, aux données privées. C'est l'imbroglio aujourd'hui des responsabilités légales. Si vous vous faites percuter par un véhicule Tesla autopilote, je vous souhaite bien du plaisir pour vous faire rembourser ou vous faire jouer donc les assurances. On est dans un monde qui est à peine défriché, donc on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et puis, non-respect, je vous l'ai dit, donc des contraintes, certaines contraintes écologiques, du fait, par exemple, des composants des batteries et ou d'autres éléments de ces véhicules, hein. Ce n'est pas parce qu'on est une éolienne ou on est un véhicule autonome que on est tranquille par rapport, disons, aux produits qui sont dangereux au niveau de la fabrication, donc pour l'environnement. Donc, moi, j'y crois pas, hein. C'est pour ça que je les ai mis au moins pour des équipements autonomes, mais on va dire non contraints, pas avant 2080. Là, au moins, je risque pas de me tromper. Bon. Et je termine donc par deux petites choses, hein. D'une part, je voulais vous parler un tout petit peu donc des véhicules qui roulent sur des routes intelligentes. Alors, il y en a plusieurs types, mais le plus connu, c'est ce système-là. C'est-à-dire que vous avez un véhicule, en dessous de lui, vous avez une espèce de languette qui traîne, et qui traîne le long d'une ligne. Et on la voit bien d'ailleurs sur ce schéma ici. Et elle est en contact avec donc une alimentation électrique. Euh, alors, donc il se recharge automatiquement. On est même capable de facturer le camion ou le véhicule qui est passé dessus le temps où il s'est rechargé. C'est quand même assez ahurissant, hein. Vous voyez? Donc, c'est un rechargement pendant la conduite et ça pourrait être une solution, pourquoi pas? Vous me direz, alors il y a des exemples qui existent actuellement qui ont été faits, entre autres en Suisse, un projet suédois qui remonte maintenant à 2018 et la Suède envisage en tout cas d'étendre la technologie à l'ensemble du réseau routier donc suédois. Bon, pourquoi pas, hein. Donc ça peut être une méthode. Alors il y en a d'autres, hein, sans contact. Il y a d'autres méthodes sans contact, hein. Bon, d'autres projets qui ont été menés par exemple par le groupe Stellantis en Italie. En Allemagne aussi, il y a un projet espagnol qui est le projet Premium. Donc l'alimentation
on va dire, en vol, entre guillemets, ici en l'occurrence au sol, eh bien, pourrait être résolu comme ça. Et apparemment, ça a l'air de marcher, donc c'est assez intéressant. Pourquoi pas? Et je termine par mes moyens de transport, donc individuels. Alors ça, c'est une autre évolution, hein. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure que dans le cadre professionnel courant, les besoins de transport ne seront plus aussi exigeants. Je vous l'ai dit, à l'intérieur d'une ville, hein, ou d'un immeuble comme à Singapour, ou à proximité donc de moyens de coworking, on n'aura pas besoin de faire 50 kilomètres. On aura besoin de choses plus réduites. On ne va pas prendre sa voiture pour ça. D'où l'arrivée maintenant que ce que vous voyez ici, hein, de trottinettes électriques, de planches électriques, de vélos électriques, d'overboard, donc ici, des gyroroues, vous savez, mettez les pieds de deux côtés de votre roue, et puis donc ça vous emmène. Donc toutes sortes de trucs qui arrivent maintenant et qui sont faits pour faire on va dire de la micro-mobilité, pour faire les 200 mètres. Vous me direz, je pourrais les faire à pied, ce serait peut-être pas plus mal, hein. Mais pour faire les 200 mètres qui me permettront d'arriver à l'endroit où je vais trouver des équipements de coworking pour pouvoir travailler. Ouais. Donc, tout ça, c'est en train d'arriver. Et le paysage, vous voyez, je résume en trois grandes tendances, hein. Les équipements en vol contraints, ça va arriver, mais pas tout de suite. Donc, les tubes technologiques qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, mais qui pourraient arriver donc un jour demain, un jour peut-être. Et quant aux véhicules autonomes, il faut être très prudent sur ce que l'on annonce. Et je répète toujours la même chose, c'est parce que je crois que le besoin ne s'en fait pas sentir. Enfin, franchement, je l'ai également dit assez régulièrement, la conduite peut être aussi perçue comme quelque chose de très amusant, ne serait-ce que pour aller insulter le conducteur qui est à côté. Vous voyez, dans les embouteillages, ça c'est quand même assez drôle, parce que les conducteurs ont quand même une imagination pour inventer donc des insultes que moi je trouve absolument admirables. On pourrait faire des livres avec tout ça. Donc je ne suis pas certain, bon, je dirais non plus, l'insulte n'est pas non plus l'objectif, hein. Mais c'est vrai que, disons que la finalité de tout ça, tout au moins des voitures autonomes, des véhicules autonomes, n'est pas évidente, hein, n'est pas évidente. Contraint, oui. Non contraint, ça me paraît beaucoup plus difficile. Voilà. Écoutez, voilà, je voulais vous faire ce petit tour d'horizon donc sur les véhicules de tous les moyens de transport donc de demain. Je vous attendrai donc alors le 29 mars, nous ferons un webinaire sur un sujet qui est très important aujourd'hui, mais qui est très technique, qui est celui de l'intégration continue. L'intégration continue. euh, donc, comment on fait finalement pour mettre en place donc des applications, maintenant très souvent d'ailleurs distribuées aujourd'hui, hein. Bon, comment on fait pour tout ça? Bon, je vous rappelle que tout ceci, si ça vous intéresse, donc sera disponible sur votre site, sur notre site, donc, et dès demain, hein, vers 13 heures à peu près, et à votre disposition. Et bien entendu, j'attends de votre part que vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord avec l'essentiel de ce que j'ai dit. On est là pour discuter, bien entendu. En tout cas, en attendant, moi, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous remercie de votre attention.